Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute! Les taux d'anxiété aujourd'hui sont en hausse fulgurante, en particulier chez les jeunes filles. Des psychologues croient avoir trouvé le coupable. Mais des moines du désert ne sont pas d'accord. Et si on avait un démon dans nos poches ? Les moines du désert, en effet, ont reconnu qu'il y a une dimension spirituelle à l'anxiété. Et ils ont développé une sorte d'art martial spirituel pour le contrer. Le problème de notre société n'est pas la suractivité et la surstimulation, mais la léthargie spirituelle. Générique. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Bonjour à toi, Jean-Christophe. Salut Léa. Bonjour à toi, Christelle. Salut Léa. Et moi, du coup, c'est Léa. Et tous les trois, on vous accueille dans ce nouvel épisode. On remercie les auditeurs et auditrices fidèles qui nous écoutent de épisode en épisode, de saison en saison. Pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche et nous mettre des pouces en l'air. Ça nous aide vraiment beaucoup et on vous remercie. Donc, nous voici dans un nouvel épisode. Un épisode dans lequel on va parler de thématiques qui reviennent assez souvent dans nos épisodes quand même, mais abordées sous un angle un petit peu différent. Je me tourne vers un de nos intervenants phares à l'accent caractéristique pour nous lancer un petit peu dans la thématique de cet épisode. De quoi est-ce qu'on va parler ? C'est pas moi. Ça aurait pu, t'as aussi un accent t'as quand même un emblématique. accent bruxellois que tu peux faire ressortir quand tu veux. Bon, je pense pas, oui. Donc, vous savez, c'est un thème qui revient souvent dans mes chroniques, qui a un grand questionnement en ce moment sur l'effet des médias sociaux, des appareils électroniques dans nos vies, notamment à la lumière de la hausse fulgurante de l'anxiété, en particulier, de manière particulièrement marquée, chez les jeunes filles. En effet, un sondage américain réputé pour mesurer la santé mentale des adolescents nous donne des nouvelles qui ne nous permettent pas de nous réjouir. Le sondage nous montre que de 2011 à 2021, le sondage a recensé que la proportion des adolescentes qui déclarent avoir expérimenté des sentiments persistants de tristesse et de désespoir, c'est pas rien, est passée de 36%, ce qui était déjà beaucoup, à 57%. Wow. Wow. Et la part de celles qui ont envisagé le suicide a augmenté de 50%. Et donc, quand il se passe des changements d'état mentaux à si grande échelle, sur une si grande période, dans une si grande population, c'est normal de se demander, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a causé ça? Certains psychologues posent des hypothèses, notamment, je pense que le plus connu d'entre eux, c'est le psychologue et chercheur à l'université de Yale, Jonathan Haidt, qui a écrit un article dans The Atlantic là-dessus, justement, là, pourquoi la dernière décennie a été particulièrement aussi stupide. Il parle de la polarisation, les effets négatifs des médias sociaux, les effets négatifs de l'usage du téléphone cellulaire. Et lui, il va proposer que ce qui fait en sorte que ces taux-là ont augmenté de manière si radicale, c'est qu'on est toujours connecté, toujours interrompu, que le ton des gens sur les médias sociaux est beaucoup plus négatif et agressif. Mais sa thèse ne fait pas consensus. D'un côté, d'autres psychologues vont essayer de modérer le propos. Faut faire attention de ne pas accuser les médias sociaux de tous les maux, désinformation, radicalisation, chambre de résonance ou caisse de résonance. Donc, on accuse les médias sociaux de bien des grands mots, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui expliquent ça. Et je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur la thèse de Luke Burgess, qui est un entrepreneur de la tech, mais aussi philosophe et auteur à ses heures, et qui, lui, part de la tradition de ceux qu'on appelle les pères du désert, donc pour décrire ce sentiment d'anxiété généralisé dans lequel semble sombrer notre génération. Les pères du désert, on rappelle, c'est
C'est des moines, des gens qui se sont isolés dans le désert d'Égypte pour justement vivre, approfondir leur vie spirituelle. C'est des vrais explorateurs de l'âme, des gens qui ont passé tellement de temps dans l'introspection et dans la méditation. Donc, ça a lieu autour du 4e siècle, 5e siècle, en particulier en Égypte. Le désert en grec, c'est Eremos, donc c'est pour ça qu'on les appelait des ermites. Hein? Donc, mais vous pouvez deviner, vous pouvez vous douter que les pères du désert n'avaient pas accès à un téléphone cellulaire, ne pouvaient pas scroller sur Instagram pendant la journée, pendant qu'ils s'isolaient pour passer du temps à la prière et à la méditation. Ils étaient anxieux, les pères du désert? Ils étaient anxieux, certes, mais le terme qui est utilisé, c'est celui de l'ascédie. C'est un genre d'agitation spirituelle. A-C-E-D-I-E. Oui, Pas c'est ça. l'acédie. Non, pas l'acédie ou c'est pas assez dit, donc c'est l'acédie, un nouveau mot que vous pourrez sortir dans vos cocktails branchés, chers amis. Il va dire donc, Burgess, que le malaise particulier qu'ont généré les médias sociaux, c'est une ascédie généralisée, une paresse spirituelle, un ennui métaphysique caractérisé par une activité frénétique où rien ne colle vraiment et où les gens commencent à avoir une expérience passive de leur propre vie. Ils flottent d'une expérience à l'autre, d'un tweet au suivant, et les expérimentent en tant que moments distincts, mais déconnectés les uns des autres. Et ce que j'aime de l'approche de Burgess, qu'on va creuser peut-être un peu plus pendant cet épisode, c'est qu'il pose la question, et si le mal du siècle n'était pas directement causé par les médias sociaux, mais bien à une hygiène spirituelle, une hygiène de vie qui engendrerait une léthargie spirituelle. Waouh! Eh ben, dis donc! Donc voilà, on va faire un petit retour dans le temps et aussi un petit voyage dans l'espace parce qu'on va partir beaucoup dans cet épisode dans le désert. Merci d'avoir dit c'était quoi les ermites et pourquoi ça venait. Parce que franchement, il n'y a pas un épisode de Sagesse et Morito où on ne parle pas d'étymologie parce que voilà, mes deux copains, Christelle et JC, adorent l'origine des mots. Donc voilà, on saura que ermite, ça vient du mot désert, n'est-ce pas? Mais alors tout ça c'est très abstrait encore, ça reste un petit peu théorique. Toi tu as une anecdote assez terre à terre, JC, sur cette question des réseaux sociaux et de leur impact sur nous, qui est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans nos conversations. Moi j'ai décidé pour mes vacances l'été dernier de ne pas amener mon téléphone cellulaire. Donc j'avais pas de téléphone cellulaire et je vous dis, ça m'a fait un grand bien. C'est incroyable. C'est sûr, au début, je le cherchais dans mes poches. Des fois même, je dois admettre, j'avais des sentiments des impressions de sonnerie fantôme. Tu sais, quand tu mets ton téléphone à vibration, puis tu te dis, oh, ça a vibré dans ma poche. Mais il n'y avait rien dans ta poche. Ça va? Non, mon téléphone est ailleurs, ma poche est bien vide. Donc, ça a été une adaptation, mais une adaptation à un monde plus lent, où j'étais plus présent. Un monde où il y a plus d'ennui, mais un genre d'ennui qui permet à ton inspiration, ta créativité d'émerger ou aussi d'être vraiment présent pour l'autre, pour les gens qui sont là. C'était important pour moi parce que j'avais pas fait ça mes dernières vacances, puis à chaque fois, il arrivait quelque chose en plein milieu de semaine qui me préoccupait, puis qui faisait en sorte que je me repliais sur moi-même. Puis je me disais, regarde, j'ai pas beaucoup de temps avec mes enfants comme ça, puis j'ai voulu abandonner mon cellulaire. Mais l'expérience m'a rappelé une autre expérience extrême il y a quelques années où j'ai suivi un régime cétogène. Comme tout le monde, je suis un peu les diètes du moment. Le régime cétogène est un peu plus extrême. C'est vraiment de couper de manière radicale le sucre. Donc, pas juste le sucre raffiné, mais toutes les glucides. Mais à un niveau... Le régime keto, quoi. Régime keto. Donc, qui fait en sorte que ton corps, au lieu de fonctionner à justement brûler des glucides, va brûler ce qu'on appelle des cétones ou des ketones, donc un autre type d'énergie. Ce qui se passe, c'est que c'est après un certain temps, c'est comme si tu redémarres ton système de détection des sucres et des glucides. Et donc, je mangeais presque pas de sucre. À un moment donné, j'ai mangé, écoute,
écoutez, une salade verte, rien de super excitant, avec quelques petites carottes et des tomates cerises. Et vraiment, les carottes et les cerises, c'est comme si on avait mis des bonbons, des jujubes. C'était comme une salade de gelato. C'est le peu de sucre qu'il y avait dans les carottes que j'avais jamais vraiment goûté auparavant m'apparaissait tellement Présent. Ouais. C'est ça que c'est supposé goûter, une salade. et à quelque part, j'ai l'impression que mon téléphone a le même effet que la mauvaise diète nord-américaine que j'ai, qui est super riche en glucides. C'est que je suis tellement... Mon cerveau est tellement habitué à être stimulé d'un tweet à l'autre, d'une image à l'autre, d'un site à l'autre, d'une nouvelle à l'autre, que le petit oiseau qui passe dans ma fenêtre, ou de regarder mon enfant jouer dans le coin, ou des choses qui sont moins stimulantes, disparaissent de mon horizon. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir osé nous donner ce témoignage poignant. J'ai l'impression qu'il était au confessionnal, parce qu'en même temps, tu nous as parlé de ton mauvais régime alimentaire. Tous mes mauvais plis ici, mon régime, mon usage des médias sociaux. Écoutez, j'ai plus rien à cacher. JC ouvre son cœur. Mais donc, du coup, avec ce parallèle très fort que tu fais, on a l'impression que le problème de cette anxiété généralisée, parce que c'est un peu comme ça qu'on a démarré l'épisode, en fait, ce serait dans le fait d'avoir toujours un téléphone dans sa poche, qui nous empêche de profiter du petit chant des oiseaux ou des choses banales de la vie. Tout comme quand on a un régime hyper fort en sucre, une carotte, en fait, ça n'a pas de goût. Mais donc, désolée, j'ai l'impression qu'on est encore dans un épisode de Sagesse et Morito à juste critiquer les réseaux sociaux et de dire c'est le mal incarné, ça va pas. C'est peut-être pas un petit peu exagéré, ça, quand même? Bon, oui et non. Alors, cette saison, on parle des médias sociaux et de la façon dont ils sont construits et des effets pervers qu'ils peuvent avoir. Maintenant, c'est vrai ces dernières années, on s'est beaucoup posé la question, mais c'est quoi l'influence des médias sociaux dans la société, etc. Et il y a trois types de discours, trois types d'accusations qu'on a pu donner aux médias sociaux. La première, c'est que les médias sociaux créent une caisse de résonance, c'est-à-dire que en gros, la plupart des amis que vous avez sur vos réseaux ou vos followers ou quoi, c'est des gens qui plus ou moins sont d'accord avec vous. Et donc, du coup, ça crée en ligne un univers de gens, tu es entouré de gens avec qui tu es d'accord, en fait. Tu n'es pas exposé avec des gens qui sont en désaccord avec toi. Et donc, du coup, tu perds une partie de la réalité. Tu t'enfermes dans un monde. Ça, c'est une première accusation. La deuxième accusation, c'est de dire que les médias sociaux, ils favorisent la radicalisation. C'est-à-dire que si tu as un certain type d'idées, la mécanique des médias sociaux, ils vont faire que tu vas te diriger vers des idées de plus en plus extrêmes. Et puis la troisième théorie, c'est que c'est une bombe de désinformation, les médias sociaux. Donc, n'importe quoi qui aurait été une rumeur de votre école ou de votre bureau et qui se serait éteinte après 3 jours, sur les médias sociaux, c'est amplifié parce qu'il y a plein de gens qui like et puis les gens répètent. Tout ça, c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie démenti. En tout cas, relativisé. Parce que l'histoire de la caisse de résonance, on a pu trouver en fait que les gens qui passaient du temps sur Facebook, par exemple, c'est une recherche qui a été faite en ex-Yougoslavie, où il y a beaucoup de groupes ethniques qui sont rivaux les uns des autres, en tout cas sur le plan historique. Ceux qui étaient le plus souvent sur Facebook, c'était aussi ceux qui étaient le plus facilement en contact avec des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord, ou leurs ennemis historiques dans la vraie vie. Donc l'histoire que Facebook ou les réseaux sociaux font que tu t'entoures uniquement de gens qui sont d'accord avec toi, ça a relativisé. Ça me fait penser à ce que JC disait dans un autre confessionnal de cette saison où tu parlais de ton addiction passée à Twitter ou X, et que en fait une des choses qui t'agaçait le plus, c'était justement d'être face à des gens qui pensent tellement différemment de toi et avec des argumentations avec lesquelles du coup tu n'étais pas d'accord, que ça a fini par te faire relativiser ton utilisation, mais ça prouve bien que tu n'étais pas entouré de personnes
personnes qui étaient là, ouais, j'y sais, et puis ils ont tous le même point de vue, quoi. Non, c'est clair, voilà. Et cette relativisation, ça vaut aussi pour ce qu'on disait sur la radicalisation et sur la désinformation. La radicalisation, bah, on montre en fait que les gens qui se radicalisent en ligne, en tout cas via les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont déjà un petit peu radicalisés et ils vont tendance à chercher des contenus qui confirment leur radicalisation, ou alors ils sont vulnérables à la manipulation d'une manière ou d'une manière autre. Et pour la désinformation, en général, la désinformation elle va être le plus puissante, mais dans des groupes qui sont beaucoup plus restreints. En fait, c'est pas tout le monde qui est désinformé en ligne. Donc, en gros, c'est vrai qu'il y a des dangers sur les réseaux sociaux. On a parlé d'anxiété et de tous les effets que ça a sur notre psychologie. Mais en fait, on montre que les réseaux sociaux, ils accentuent des mécanismes Qui sont déjà là. chez l'être humain, en fait. Donc, en gros, la critique, les médias sociaux, c'est mal, c'est le grand méchant. Oui, mais pas tant que ça. Sauf qu'en même temps, bon, ça fait quand même du tort et ça cause quand même de l'anxiété. Donc, peut-être que voilà, les 20 dernières minutes peuvent être résumées comme ça. C'est ça. Et puis, à quelque part, l'objection là, de Burgess dont je citais en début d'épisode, c'est pas de dire que c'est une cause complètement différente, mais que la cause, peut-être la cause ultime, c'est pas les médias sociaux ou la cause proximale, si on veut, de notre état d'âme, c'est pas les médias sociaux. C'est que les médias sociaux ont un impact négatif sur notre hygiène spirituelle, notre hygiène de vie, sur notre rapport au monde. Et c'est cette, dans le fond, mauvaise hygiène spirituelle qui aurait des impacts négatifs, qui expliquerait les impacts négatifs d'anxiété et de mal-être. Cela étant dit, les données sont très claires par rapport à ces niveaux-là d'anxiété dans notre société. C'est qu'on est vraiment en une décennie, notre état mental a changé quand même de manière radicale. Donc, la raison pour laquelle on en parle beaucoup, en fait, c'est parce que c'est vraiment de plus en plus. C'est pas anecdotique. Non, c'est pas anecdotique et c'est préoccupant. Je veux dire, quand une société au complet commence à mal aller et quand en particulier ces adolescents et en particulier ces jeunes filles se mettent à mal aller, je veux dire, il faut se poser des questions. Je veux dire, on a été très inquiets par rapport à la COVID ou par rapport à des phénomènes comme le trou dans la couche d'ozone, mais ça, c'est un phénomène qui est soudain, qui est inexplicable ou en tout cas qui par rapport auquel on doit trouver des explications qui sont claires. On revient, là, les données canadiennes montrent que la hausse, justement, ce changement d'attitude, d'anxiété, de dépression, d'automutilation chez les jeunes a commencé soudainement au début des années 2010. Et ça, c'est comme au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et même si la corrélation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une cause, des études plus précises vont montrer, par exemple, que les jeunes femmes, les jeunes filles qui passent plus de temps sur Internet à 13 ans vont avoir une santé mentale affectée négativement à 15 ans. Puis de la même manière que celles qui l'utilisent plus à 15 ans vont avoir des effets sur leur santé mentale à 17 ans. Et c'est des effets qui durent vraiment longtemps. Ok, sauf que les moines du désert, dont tu parlais tout à l'heure, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Et pourtant, ils témoignent d'une sorte d'activité constante, d'agitation du cerveau constante et en fait d'une anxiété qui du coup fait que, après on va scroller, mais que même si on n'a pas rien d'ailleurs, si on n'a pas d'écran, si on n'a pas de réseaux sociaux, notre distraction mentale, elle va être dirigée vers autre chose. C'est pour ça que le média électronique, c'est pas le problème de base. C'est direct. C'est que le média électronique nous amène dans un état d'âme qui n'est pas nouveau et qui est problématique depuis longtemps. Ouais. Et c'est donc pour ça qu'on parlait de l'ACDI, ou plutôt l'apostrophe ACDI. Ouais. Oui, parce que cette discussion sur les médias sociaux, sur le téléphone intelligent ou smartphone, ça met en fait en évidence quelque chose qui est en nous, qu'on ait un smartphone ou qu'on n'en ait pas, en fait. Et les mois du désert, ils en avaient pas. Et ils ont écrit dessus en utilisant un langage symbolique, un langage spirituel. Mais comme on le sait à Sagesse et Morito, la lecture symbolique du monde,
elle nous permet en fait d'accéder à un autre niveau de réalité et de percevoir la réalité, la vérité de façon plus claire. Et je pense que ça vaut la peine en fait de décrire un petit peu comment c'est mis en récit ce syndrome en fait qu'on appelle acédie. Et c'est un père du désert qui s'appelle Évagre le Pontique. Oh, le pauvre. Évagre le Pontique. Peut-être faut-il que je change l'accent pour le dire. Et il a surnommé ce démon qu'on appelle l'acédie, le démon du midi. Alors rien à voir avec le fameux démon du midi qui fait que certains hommes dans la cinquantaine veulent s'acheter une moto neuve ou changer d'épouse. Non, on parle pas de ça. Mais il l'appelait le démon du midi. Pourquoi midi? Parce qu'il faut s'imaginer, dans l'ancien temps, un moine assis sur son scriptorium, c'est-à-dire son bureau en fait, où il copie des textes, où il médite, dans sa cellule, donc dans sa chambre, qui est censée être dans une activité profonde de méditation, de réflexion, de connexion au divin, et qui commence à être troublé. Vous remarquerez que Christelle a pris sa voix de conteur. Vous êtes plus en train d'écouter un épisode de podcast. Vous êtes devant un vieux sage avec son livre ouvert qui vous raconte une histoire. Mais qu'ont-ils donc remarqué ces moines lors de midi? Alors, Rémi pourra nous mettre une ambiance monacale avec des cloches et des chants. Merci d'avance, Rémi. Alors, le moine, devant son scriptorium, soudain, est saisi par le démon du midi. Ce démon se manifeste insidieusement et fait en sorte que le moine commence à regarder, puis regarder et regarder continuellement la fenêtre de sa cellule. Il ne peut pas se détacher d'avoir ses pensées qui s'évadent. Le démon oblige le moine à regarder continuellement les fenêtres et puis le force à sortir de sa cellule, sortir de son activité et à regarder le soleil pour voir si le soleil est encore loin de la 9e heure et à regarder autour de lui, ici et là, voir si l'un de ses frères est proche. De plus, le démon lui envoie la haine contre ce lieu qui le retient, la haine contre la vie. Elle aime la vie de moine, la vie spirituelle, contre le travail de ses mains, le travail pour Dieu. Voilà ce que fait le démon de midi. Donc le démon de midi, ou avec le mot un petit peu plus technique et barbare du jour, l'acédie, c'est un petit peu comme moi qui écoute une conversation et qui tout d'un coup pense: mince, j'ai vraiment oublié d'acheter la salade pour le repas de ce soir. Il va vraiment falloir que j'aille faire des courses. Oui, mais à quelle heure je vais aller faire des courses? Oh là là, mais vraiment, j'ai pas assez de temps dans ma journée. Oh là là, et puis monte l'anxiété. Ouais. C'est comme le scrolling, hein, sur, je sais pas, Christelle, t'as sûrement le bon terme français là, pour... Du scrolling. Du Scrolling mental. Bon, c'est du scrolling mental. Puis c'est ça, on n'est jamais dans le moment présent, on est tout le temps en train de chercher à être ailleurs, de se détacher de notre réalité. Ben, cette réflexe-là, il est en nous, et il y a peut-être des environnements qui sont... bon, écoute, les moines du désert sont dans un environnement qui semble être propice justement à la concentration, puis à de ne pas faire de scroll mental. Imagine à quel point c'est plus difficile pour nous aujourd'hui avec ces appareils-là dans nos poches. Ouais, en même temps, c'est un petit peu déprimant parce que ça veut dire que toutes les fois où on était là, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs de Sagesse et Morito, on va vous donner des pistes concrètes. Par exemple, vous avez un problème avec les réseaux sociaux, commencez le jeûne, mettez vos téléphones loin, tous les trucs comme ça. En fait, ça veut dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans tous les cas, votre esprit va partir ailleurs. Vous allez être dans une sorte d'action, d'agitation, et cas, vous serez anxieux. Bah oui, c'est justement le moment de dire que la solution pour nos vies pratiques et nos vies spirituelles, elle réside pas en une série de trucs et astuces. Je suis désolé pour tous les éditeurs de guides en 25 étapes pour être libéré spirituellement, mais alors ce sont des outils, c'est utile, ce sont des choses à pratiquer, ce sont des choses à mettre en œuvre, mais il faut jamais, au grand jamais, penser que le succès et le bien-être dans notre vie, la réconciliation avec le grand tout,
rendez-vous avec Dieu lui-même passe par une série de mécanismes qu'on met en place. En tout cas, ma conviction n'est pas là. Et le fait que même des moines reclus dans l'environnement le plus propice à la concentration, à l'activité spirituelle dirigée vers Dieu par surcroît, eux aussi sont saisis par ce démon-là. Donc il est partout, il est en nous, et la solution, elle est peut-être ailleurs. Je sais, là, il va falloir que tu nous donnes une solution parce qu'on est dans l'attente d'une solution. Ouais, j'aimerais revenir sur la description ou la qualification de justement cette illustration que Christelle vient de donner. Hein. L'acédie, c'est comme on parle souvent d'anxiété, mais c'est pas juste une anxiété, hein, c'est comme une agitation aussi, un désir de changer de place. C'est une insatisfaction qui a été décrite, mais par rapport à où est-ce qu'on est, par rapport à qu'est-ce qu'on a, par rapport à notre vie. Les médias sociaux sont tellement propices à ce genre d'insatisfaction-là, hein, en te faisant le réflexe d'une image de la vie qui est fausse. Genre, oh là là, qu'est-ce qu'elle a de la chance, elle est partie en vacances là, alors que moi, j'ai pas pu partir en vacances. Oh, qu'est-ce qu'il a de la chance, il vient d'avoir un super mignon petit chien, et puis moi, j'en ai pas. Ce genre de choses-là. Ou juste un artiste, puis tu vois les meilleures productions que d'autres artistes font, ou t'écris, puis tu lis qu'est-ce que les autres écrivent, puis c'est ce qui est le meilleur, puis là, tu te replies sur toi-même en disant, mais c'est pas juste, moi je suis pas bon comme eux, ou j'ai pas les bonnes conditions, ou t'es tout le temps détaché de où est-ce que t'es, et quand tu reviens où est-ce que t'es, c'est avec un certain regard de critique. J'aime bien la formule de Burgess, encore une fois, il va décrire l'acédie comme un ennui métaphysique. Et je le cite, il va dire, en d'autres termes, la réalité elle-même n'est plus assez intéressante pour nous, parce que nous passons par tant de présentations différentes, y compris tant de présentations différentes de faux moi sur nos appareils chaque jour. Que beaucoup d'entre nous n'ont jamais fait l'expérience d'une union intime avec une autre chose ou personne dans le monde, à l'exception peut-être de notre conjoint ou notre conjointe, et même cela est rare. Et donc, la piste, c'est que l'union intime avec l'autre ou l'enracinement, c'est une piste de solution contre l'acédie. L'union intime avec l'autre, j'ai l'impression que tu es en train de donner des réponses sexuelles à une question psychologique. Ce que notre conception chrétienne de la sexualité dirait que la sexualité, c'est pas juste quelque chose de physique, mais il y a un rapport métaphysique. C'est la manifestation physique d'une réalité métaphysique. Dans le sens où c'est quelque chose de réel, de physique, du monde humain, mais c'est un lien avec le spirituel. C'est un lien avec Dieu. Ouais, c'est ça. Sans tomber dans la discussion sur la sexualité, mais ça me gêne pas du tout que tu fasses cette allusion-là. C'est vraiment de dire que dans notre conception de la sexualité, c'est pas la conception d'un corps, c'est pas la consommation d'un corps ou le titillement de terminaison nerveuse dans le but de plaisir. Non, c'est l'union de deux âmes, de deux personnes qui se manifestent finalement dans une union physique. Donc, moi, j'ai pas de misère à accepter ce parallèle-là où le métaphysique précède le physique. Ouais. Et puis, donc, on parle de relations sexuelles, mais c'est juste une manifestation de quelque chose qui appartient à une catégorie qui est beaucoup plus large, donc d'union. Le rapport à l'autre. Oui, mais l'enracinement aussi avec soi-même, avec pas juste un autre individu qui est ton époux, ton épouse, mais aussi avec d'autres personnes, avec le sens de qui tu es, et qui est essentiel, qui est nécessaire pour vivre une vie équilibrée. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on cherche les remèdes contre l'anxiété, et je pense que c'est une bonne chose. L'anxiété créée par peut-être les réseaux sociaux et notre habitude à être déconnecté de la réalité face aux réseaux sociaux, mais ça étant un problème finalement plus intérieur, parce qu'on peut se déconnecter même mentalement. Et une des solutions, j'ai l'impression que vous avancez, c'est il faut être en relation, il faut être dans un vrai rapport à l'autre, un vrai rapport à soi, un vrai rapport au temps présent, s'enraciner, etc. Mais est-ce que c'est ça ce que veut proposer Sagesse et Morito? Ça fait pas un petit peu, je sais pas moi, religion orientale? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on est en train de dire? Il y a de ça, il y a une question d'être connecté à l'instant présent, mais il y a quand même des nuances importantes parce que
plutôt que de s'évader, de se dire de pas penser à ce qui nous occupe ou ce qui est autour de nous, pas penser à soi et en fait, s'envoler, là, on parle plus de s'enraciner, d'entrer dans la profondeur, de réaliser que, s'il y a un démon qui veut, détourner nos pensées, puis nous faire sortir de ce à quoi on s'est consacré, il y a aussi autour de nous, auprès de nous, un esprit divin qui nous appelle à lui. On a un sens de notre vie auquel on est censé être attentif. On a des personnes autour de nous auxquelles on est censé être attentif aussi. Et donc, il ne s'agit pas simplement de juste arrêter le scrolling et puis se vider la tête, même si parfois notre tête elle est trop pleine de choses toxiques. Il faut faire ça, je l'affirme. Mais il s'agit aussi de juste s'arrêter et réaliser en fait que oui, Dieu est là et les autres aussi. JC, tu voulais rajouter un non, truc? mais c'est ça, il y a un contraste important avec, par exemple, dans le bouddhisme où la méditation, on vise à l'oubli de soi-même, tu sais, à se perdre dans le tout cosmique, dans le tout divin, puis à quelque part de s'oublier. Et ce que l'opposition à l'ascédie propose, c'est vraiment un rapport, en fait, c'est d'être, oui, pleinement présent, mais d'être soi pleinement présent. Parce qu'on croit dans un Dieu qui n'est pas une puissance supérieure abstraite, mais qui est une personne qui rentre en relation, qui est là, qui se révèle, qui se présente, qui se donne, qui écoute, qui reçoit. Et donc, le contraire de l'ascédie, c'est l'enracinement, mais c'est un enracinement personnel et relationnel. Donc la sagesse biblique qu'on essaie parfois de trouver dans Sagesse et Morito, voire qu'on essaye tout le temps de chercher derrière les thématiques de Sagesse et Morito, nous appelle pas à un oubli de nous-mêmes, et ce serait une méditation incarnée, ce serait rechercher un absolu et puis en fait s'éloigner de nos préoccupations personnelles, mais c'est au contraire se recentrer sur soi, sur les autres autour de nous, sur le Dieu qui est vivant et à qui on peut parler, parce que ce Dieu, c'est une personne. Et donc, même si les psychologues ont raison d'avoir trouvé un des ennemis finalement de l'anxiété, que sont les réseaux sociaux, les moines du désert, ils avaient très raison aussi. Ils avaient plutôt mis le doigt sur quelque chose qui est réel pour nous aussi. Le problème, c'est pas juste les effets de cette distraction, c'est la distraction qui est interne à nous-mêmes. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Donc le problème, c'est pas juste que notre société, elle est dans la surconsommation, la suractivité, le toujours plus, mais que nous-mêmes, on a un petit peu oublié de vivre notre dimension spirituelle de nous-mêmes. Il faut sortir de la léthargie. Chers auditeurs, chères auditrices, là on prend un grand pari, parce qu'on vous invite à faire quelque chose que nous-mêmes on n'arrive pas trop à faire, mais vers lequel on tend. Sortir de la léthargie spirituelle, cultiver la spiritualité qui fait partie de notre être, et puis peut-être que en fait ce sera une énorme solution contre l'anxiété. On parlait un petit peu plus haut de l'art martial spirituel que les moines du désert ils ont mis en place pour contrer la léthargie spirituelle, pour contrer ces phénomènes d'anxiété dont on discute dans cet épisode. On vous invite à regarder les petites vidéos annexes dans lesquelles on va essayer de vous donner quelques petites clés et puis vous apprendre les mouvements de cet art martial spirituel. On vous encourage à continuer de nous suivre, à vous abonner, à partager nos épisodes, à nous écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. It is like a finger pointing away to the moon. On vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche. On a un épisode qui sort le dimanche toutes les 2 semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires. On vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Morito. Youhou! Yes!